Allez, rebonsoir à tous et à toutes. On a eu, euh, on a eu un petit bug. Il fallait que je cale quelque chose avec Johan qu'on va recevoir ce soir. C'est pas moi, hein. Je m'auto-invite pas dans mes lives. De toute façon, je suis tout le temps là. Et bon, rebonjour Astroplume. Il fallait qu'on se cale, donc on va attendre. Il y a Johan qui va arriver. Donc pour ce soir, le live en lien avec les énergies de l'ère du Verseau, que je vais expliquer, en lien avec la permaculture. Voilà, on a notre ami qui arrive. Voilà, ça y est. Dites-moi si le son est correct, s'il vous plaît, vu que je viens de relancer le live. Et voilà. Ok. Salut Yo. Salut Johan. Tu m'entends bien? Ouais, super. Et toi? Ouais, nickel. C'est cool. Attends, je règle bien mon son. Hop. Oh, voilà, là, je suis à fond. Ok. Ça va? Ça va super, je te remercie. Et toi? Tu as passé une belle journée? Ouais, nickel. Et franchement, j'avais hâte de ce live parce qu'en plus, on y va vraiment de façon très instinctive là avec Johan. Du coup, j'ai hâte de voir ce qui va émerger de ça parce que le sujet me passionne en tout cas. Donc, bah, merci de venir ici pour ce moment Ben, de je t'en prie, partage. merci à toi. Et toi, t'es vers où en France là? Moi, je suis dans le sud-est, en bordure de Méditerranée, dans la campagne autour de la région toulonnaise, à 20 minutes de Yes. la mer. Ok, excellent. Bah, du coup, ça tombe bien parce que moi, ça va me permettre de planter le décor aussi, parlant de plantation. Alors moi, je connais pas grand-chose en permaculture, vu que de toute façon, j'ai grandi en région parisienne, même si j'ai pas mal crapahuté. Moi, ce qui m'intéressait ce soir, c'est qu'on fasse vraiment le lien entre bah, ce qu'on pourrait appeler l'astrologie, en tout cas de ce qu'elle peut offrir, et surtout en quoi elle est tellement en lien de ce que je peux percevoir avec la permaculture. Et ce qui m'intéressait, c'était pas qu'on parle de l'application pratico-pratique de la permaculture, mais plutôt des métaphores et des analogies qu'on pourrait y trouver avec la vie de tous les jours, en fait. Comment elle pourrait être une vraie philosophie pour l'être humain aujourd'hui. Donc, Ok, je ne sais pas si ça résonne pour toi. ça résonne complètement pour moi parce avant d'être réduite en général à une méthode de production globale, la permaculture avant tout, c'est une philosophie de vie, que ce soit au niveau de l'humain, au niveau d'un collectif, au niveau de la société générale. Et du coup, c'est démocratisé en France, mais encore au niveau de petits groupes. Mais ailleurs, dans d'autres pays du monde, la permaculture, on peut y trouver des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui en ont fait leur philosophie de vie de A à Z. Et d'ailleurs, la permaculture, si tu veux, elle se décline dans 7 pétales, qu'on appelle du coup la fleur de la permaculture. Et chaque pétale, en fait, touche un pan de la vie des êtres humains sur Terre. Et parmi tout ça, tu as absolument en fait tout ce qui touche à nos vies, que ce soit de manière physique, ésotérique, la santé, la famille, le travail, le besoin en énergie, en alimentation, la manière de vivre, d'être connecté aux éléments, etc. Et donc la permaculture se décline en fait dans chacune de ces pétales de manière très profonde. Donc ça résonne Wow. complètement en moi, oui. Excellent. Tu vois, rien que là, en t'écoutant parler, je vois déjà des analogies avec ce que je voulais mettre en place. Mais je vais revenir dessus. Je vais te laisser te présenter, notamment par rapport à la fleur aux 7 pétales, parce que le chiffre 7 en astrologie, c'est en lien avec l'énergie de Saturne. Les sous-cycles de Saturne, c'est des cycles de 7 ans. Donc le chiffre 7, il est très en lien avec Saturne, qui est la planète du Verseau, en fait. Mais bon, on va en revenir après, parce que je pense qu'il y a plein d'analogies qui vont être vraiment fun. Est-ce que parce qu'en général, les personnes qui sont ici, voilà, c'est des personnes qui me suivent, donc je ne vais pas me représenter à nouveau, mais est-ce que ça te dit de te présenter, de nous partager ce que tu veux de toi pour que ça nous situe un peu dans le contexte? Oui, en 40 secondes, je peux faire un état des lieux global de ma personne. Mais déjà, avant toute chose, je pense que je vais apprendre plein de choses avec ce live de ce soir avec toi parce que moi, je m'intéresse à l'astrologie. C'est quelque chose qui me rend très curieux depuis petit. Et j'ai une micro-nano connaissance sur le sujet qui se réduit finalement aujourd'hui à l'étude, on va dire, de nos aïeux au niveau des astres par rapport à tout ce qui va être biodynamique et donc la relation entre l'humain, la plante et les astres. Et à part ça, et les techniques de plantation
que j'ai pu observer notamment à l'étranger, puis un petit peu ici aussi en France, autour de tout ce qui va être cycle lunaire, cycle martien, énergie de l'eau, etc. Je connais très très peu de choses et j'espère dans l'avenir pouvoir apprendre un tas de choses parce que ça me semble absolument fascinant. Voilà. Et du coup, Waouh. pour dire du coup à tout le monde un petit mot sur moi, donc moi c'est Yohan. Euh, que dire, je suis fils de paysan, lui-même fils de paysan sur 6 générations, famille d'immigrés depuis la Pologne et la Sicile, qui se sont installés donc il y a 3 générations dans le sud de la France. J'ai décidé de briser un peu la chaîne de production familiale pour me lancer dans la formation. Entre-temps, j'ai eu un parcours de plus ou moins 10 ans d'études avec tout un tas de diplômes en agriculture qui ne m'ont pas vraiment servi parce que j'ai rejeté en bloc les 99% des choses que j'ai appris dans le système, on va dire, public, pour finalement les réapprendre durant environ 5 ans sur les routes du monde dans plus ou moins une vingtaine de pays et une quinzaine de fermes dans ces différents pays, accompagné par ma compagne, où on a travaillé du coup dans différentes fermes en biodynamie, en permaculture, en agroécologie, en agroforesterie, à la base comme employé agricole, pour finir avec plus de responsabilités et pour finir finalement formateur d'équipe, voilà, à l'étranger, avant de rentrer en France. Euh, et du coup, il y a environ 3 ans, dans le sud de la France, récupérer un petit bout de terrain qui est cher à mon cœur ici, qui était assez pollué et détruit, qu'on a, entre parenthèses, dépollué et retapé, dans lequel on a créé notre oasis de vie en permaculture pour à la fois être, on va dire, autonome, en tout cas une partie d'autonomie alimentaire, mais pour pouvoir montrer aussi au niveau statistique aux chambres agricoles et lycées de ma région que ce qu'on faisait, c'était cohérent et qu'on n'était pas juste des illuminés. Et du coup, ça a fonctionné, ça a bien fonctionné, puisqu'on a ouvert la première formation publique de France en permaculture au lycée agricole Aillard en 2020, qui a malheureusement de suite dû être mis en pause à cause du Covid. Et donc, ça m'a donné l'idée de créer mon propre centre de formation, donc permaculture au jardin, d'où le nom du compte, Hmm. que j'ai créé il y a maintenant environ 2 ans, et où du coup, on accueille sur différents lieux en permaculture avec lesquels je travaille ici dans ma région, les personnes de mon département, de toute la France, et même parfois de pays extérieurs à la France. C'est assez fou. Et donc, on forme plus ou moins 200 élèves par an en physique à la permaculture pour qu'ils se lancent dans la perma, dans leur autonomie alimentaire, dans la philosophie de la perma globale, dans leur autonomie énergétique et qui diffusent voilà, la connaissance autour de ça. Et sinon, mis à part ça, j'ai écrit mon premier bouquin l'année dernière, un deuxième cette année qui est sorti il y a une semaine, Permaculture, la Bible pour débuter, un peu moins de 400 pages qui retrace mes 15 ans d'expérience en maraîchage bio et en permaculture dans le monde. Et puis je pense que c'est suffisant pour l'instant, voilà. Donc on en est là. Bravo. Bravo. Et juste, je reviens sur quand tu dis le terrain que vous avez récupéré, que vous l'avez dépollué, etc. Quand tu dis ça, c'est Mm. grâce à la permaculture qu'il a été dépollué? Oui, tout à fait, grâce à des Ok. méthodes de dépollution des sols. Ouais, ok. Ouais, donc on touche déjà un sujet aussi qui est l'assainissement grâce à une méthode totalement naturelle, quoi. Ah ouais, complètement. Il y a des entreprises qui se sont même spécialisées, qui mettent pas le mot en avant permaculture, mais plutôt recherche. Euh, et ça va très bien aussi. Et en fait, les plantes, certaines plantes ont la capacité naturelle de dépolluer les sols des métaux lourds, même certaines un petit peu des nanoplastiques, des perturbateurs endocriniens, etc. Ce qui est Wow. super parce que moi, dans les formations, je reviens sur la pollution des cours d'eau en France, la pollution de l'air, la pollution des sols. Et c'est pas joli, joli. On est à plus de 80% des sols de France pollués aux différents métaux lourds et traces de perturbateurs endocriniens dus aux pesticides et engrais de synthèse. On est à un peu plus de 90% des cours d'eau touchés aussi en France aujourd'hui, donc de potable, qu'on n'arrive pas bien à traiter d'ailleurs. Et différentes plantes, grâce à des méthodes permacoles, nous permettent en fait d'extraire ces molécules chimiques destructrices de vie du sol et de l'eau pour nous offrir voilà, une qualité bien plus propre et rendre un peu à la terre ce qui lui appartenait avant. Hmm. Donc, ce qui veut dire que si on offre à la Terre ou à un lopin de terre un écosystème cohérent, elle est capable de s'auto-guérir. Tout à fait. En fait, elle est capable de se guérir beaucoup plus rapidement qu'on pourrait l'imaginer. Nous, Ok. on arrive à très très bien la détruire aussi, hein. Ouais, Malheureusement, bien comme on le sûr. sait aujourd'hui. Ça fait que plus ou moins à 2 ans près, non, allez, à une dizaine d'années près, ça fait plus ou moins 200 ans que la première molécule chimique a été inventée pour être utilisée comme engrais et comme produit phyto. Ça fait que plus ou moins 100 ans qu'elles sont vraiment utilisées en tant que telles.
Et entre-temps, on a inventé le plastique. Et donc, entre ces deux inventions affreuses, en 200 ans, on a réussi à polluer un écosystème naturel terrestre qui avait mis des milliards d'années à se créer. Et malgré tout, quand on laisse la Terre, on lui donne la possibilité de se renouveler, de s'épurer d'elle-même, bah, ça prend quelques années. Alors, il faut mettre des systèmes en place, hein, mais ça prend quelques Mhm. années. Ça prend pas des milliers d'années comme on pourrait l'imaginer, à moins qu'il y ait de très, très, très fortes pollutions. Mais de manière Ouais. globale, ça prend quelques années. Yes. Ouais, donc déjà là, ça veut dire que par système d'analogie, si je transfère ça à l'humain en hermétisme, donc l'astrologie vient de la science hermétique, on va dire, où on apprend par exemple ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ce qui veut dire que si on prend ce qui se passe au niveau de la Terre, ça veut déjà dire aussi que l'être humain, si on s'offre à soi-même un écosystème, c'est-à-dire un mode de vie adapté, le corps est capable de s'auto-guérir aussi, tout comme la Terre, quoi. Et donc ça, déjà, c'est super intéressant comme loi d'analogie. Si tu me le permets, j'aimerais juste situer astrologiquement pourquoi j'ai voulu j'ai voulu te proposer qu'on fasse ce live ensemble. Bien C'est sûr. que en fait, il y a en astrologie ce qu'on appelle la précession des équinoxes, qui est à partir de notre point d'observation, qui est notre point de repère, le point vernal, qui est le 21 mars, énergie bélier, c'est le début du printemps. Quand on observe le ciel à ce moment-là, on a des constellations devant nous. Et ces constellations-là, tous les 2100 et quelques années, ça change, elles se décalent. Et on fait le tour de ce qu'on appelle une grande année, la grande année de Platon, platonicienne, la précession des équinoxes, en à peu près 26 000 ans, on va dire. Et la conscience humaine explore chaque signe du zodiaque, donc chaque valeur est symbolique de ce signe, pendant un peu plus de 2000 ans. Alors, pour retracer le parcours de façon très brève, il y a 4000 ans déjà, on a Moïse qui descend du mont Sinaï avec les tables de la loi et qui voit le peuple en train de vénérer un taureau d'or. C'est parce qu'on est en train de quitter l'ère du taureau. Et le signe suivant, c'est le bélier. Et c'est pour ça que le peuple hébreu souffle dans une corne de bélier. On annonce l'entrée dans l'ère du bélier. 2000 ans plus tard arrive l'ère des poissons avec les pêcheurs et celui qui a distribué les poissons, Jésus, donc l'ère du christianisme. Donc ça, c'était il y a 2000 ans. Donc ce qui veut dire que maintenant, 2000 ans après, on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Alors j'aime beaucoup les textes parce qu'il y a des symboliques qu'on y retrouve, dans laquelle il y a un des apôtres qui dit dis-nous quand est-ce qu'arriveront la fin des temps. Alors en fait, la traduction, c'est la fin d'un âge, la fin d'un cycle. Et comment on reconnaîtra cette fin de cycle? Alors il dit, bah, vous verrez un homme avec une cruche d'eau qui rentrera dans un village, suivez cet homme. Et en fait, à cette époque-là, il n'y a aucun homme qui porte des cruches d'eau, c'est les femmes qui portaient des cruches d'eau. Sauf que quand on regarde le zodiaque, il y a un homme qui porte une cruche d'eau, en effet, c'est le signe du Verseau. Donc en gros, ça veut dire, bah, dans 2000 ans, vous allez voir se pointer les valeurs du Verseau. Et ben, suivez ces valeurs-là pour entrer dans cette nouvelle ère. Et l'ère du Verseau, c'est très en lien avec toutes les valeurs qui vont parler de liberté, d'égalité, de fraternité, de sororité, d'alternatif. C'est le signe de l'astrologie aussi. Donc c'est un retour à toutes ces valeurs-là et tout ce qui va parler de la grande fraternité, sororité du vivant, aussi bien au niveau humain, mais aussi au niveau des espèces. Donc déjà là, est-ce que tu y vois des corrélations par rapport à la permaculture, de faire interagir les espèces entre elles comme des frères et sœurs pour arriver à une harmonie globale? Eh bien, oui, complètement, hein, vu que à la base, on n'a rien inventé, hein. La permaculture, c'est qu'un mot qu'on a inventé il y a plus ou moins 40 ans pour donner un mot à une philosophie qui rassemble un tas une éthique, des principes et quelques méthodes. Et en fait, la base, c'est quoi? C'est qu'on s'est inspiré des forêts primaires du monde pour essayer par biomimétisme de reproduire le schéma des forêts avec toute la modestie possible et du coup de recréer ces écosystèmes vertueux où plantes, animaux sont mêlés, frères et sœurs, flore et faune, si on peut l'évoquer ainsi. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et d'ailleurs, au plus on essaie de le faire en reproduisant le schéma de la forêt sur nos territoires, au plus ça fonctionne bien et au plus on fait, entre guillemets, de la permaculture, si on peut se permettre de le définir ainsi. Et d'ailleurs, une des nombreuses méthodes de permaculture parmi toutes celles employées, c'est les associations de culture
où tu vas du coup faire cohabiter sur de très petits espaces certaines plantes entre elles. Euh, Par exemple, je donne un exemple très basique, c'est l'exemple qui dit de la milpa. La milpa, toi du coup qui est un pro dans le domaine de tout ce qui est astrologie, c'est quelque chose qui nous vient d'Amérique centrale, notamment des peuples mayas, mais ça a été aussi Mhm. retrouvé en trace chez les Aztèques et les Zapotèques. Et en gros, pour te la faire très courte, c'est à un moment donné, on plante un maïs qui va pousser. Ensuite, on va planter à son pied un poquet avec plusieurs graines d'haricots verts grimpants. Le maïs va pousser, les haricots verts vont s'entourer autour du maïs. Et en même temps qu'on plante les haricots verts, à côté, on plante une graine de cucurbitacée, donc une courge ou une courgette ou voilà, une feuille, une plante à grande feuille. Et en fait, les trois vont se développer en même temps. Le maïs va pousser en hauteur. L'haricot vert va se servir du maïs pour s'enrouler autour de lui, donc il va s'en servir de tuteur. Lui, l'haricot vert, il a la capacité de fixer l'azote de l'air pour le redistribuer dans le sol afin de nourrir le maïs pour qu'il fasse de plus beaux épis. Et la courge au sol va créer de grandes feuilles pour servir de tampon thermique afin qu'il y ait moins de rayonnement lumineux qui touche le sol directement et maintenir plus d'humidité dans le sol pour les deux autres plantes. Et en plus, c'est une courge épineuse, elle protège du coup le maïs et les haricots verts des attaques de rongeurs, des attaques de souris et de rats. Voilà. Et donc ça, on appelle ça les trois sœurs. Et les trois sœurs, c'est la plus vieille association de plantes du monde qu'on ait pu observer. Et tu as des temples que j'ai eu la chance d'observer au Mexique, où tu vois littéralement en fait les peuples racines premiers tendre vers le ciel, vers l'univers, vers les dieux, vers les constellations, en fait, ces trois sœurs. Tu vois. Donc c'est Wow. complètement lié selon moi. Wow. Ouais, donc même là, du coup, si je continue avec cette loi d'analogie, ça veut dire que l'unicité de chaque espèce ou de chaque être, si on peut parler l'être animal ou que ce soit une plante ou un humain, hein, l'unicité, le caractère unique et ses capacités, les dons et les talents uniques de chacun sont au profit du tout et du bien commun, quoi. Tout à fait, c'est l'idée. Ok. Et alors, de tout ce que j'ai pu lire, etc., je voyais, alors tout à l'heure, tu disais par exemple que le mot en lui-même, il date d'il y a 40 ans, mais le principe, du coup, lui, il est vieux comme le monde, du coup, la philosophie en elle-même. Oui, tout à fait. Si on recherche dans l'histoire, on va dire, humaine, parce qu'on a très peu d'écrits, on suppose qu'une partie des écrits qui auraient pu nous donner plus d'informations sur ça ont, entre parenthèses, brûlé ou disparu ou été volés lors du grand incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Hmm. En Égypte. Mais on suppose que les premiers êtres humains qui ont commencé à vraiment s'inspirer des forêts, pas juste de certains éléments, parce que ça a été fait apparemment depuis la nuit des temps, mais vraiment s'inspirer du modèle global des forêts, chercher à les comprendre de A à Z et reproduire la même chose sur un sol pour produire leur nourriture et pour être autonome, en fait, vivre en harmonie avec leur sol, leur écosystème, ça remonterait à plus ou moins 20 000 ans en arrière. Waouh. Donc, Ok. Waouh, c'est fou parce que du coup, ça aussi, c'est un sujet qui est passionnant. Il y a, pour situer un peu dans le contexte, pour ceux qui nous suivent, on a Socrate qui a formé Platon, qui a formé Aristote, et Aristote qui avait un de ses élèves qui était Alexandre le Grand. Et il a demandé à Alexandre le Grand de rassembler tous les écrits, toutes les connaissances du monde les plus précieuses. Et il les a rassemblés à la bibliothèque d'Alexandrie. Et quand elle a été, je ne sais pas si ça a été brûlé, hein, ça a été brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, hein, c'est ça? ouais. Ouais. Ça a été une perte inestimable dans toutes les connaissances de l'humanité. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que je voyais aussi que la permaculture, elle s'appuyait beaucoup sur l'observation minutieuse de la nature. Et ça, c'est vraiment les principes et les fondements de l'hermétisme qui rejoint en tout cas l'astrologie et l'alchimie. Et alors l'alchimie, c'est vraiment l'art par excellence de l'observation de la nature. Est-ce que en permaculture, on prend par exemple en considération la doctrine des quatre éléments, eau, feu, terre, air? Est-ce qu'on joue avec ça ou pas? C'est possible. On Ouais, peut jouer avec ça. On va dire que sur peut-être 100 permaculteurs, permacultrices, il y en a peut-être entre 5 et 10 qui l'utilisent vraiment ok. parce que ça fait partie on va dire des méthodes, un des points de la philosophie perma les plus ésotériques et donc les plus complexes parce que malheureusement il y a peu d'informations aujourd'hui, on ne nous forme pas à ça qui circulent et donc beaucoup de personnes qui font de la permaculture même depuis très longtemps ne sont pas forcément informées sur ça, ils ne savent pas trop comment faire. Mais sinon oui, c'est possible. Je Ok. t'avoue qu'en France, j'ai eu quelques échos par rapport à ça.
Moi-même, c'est quelque chose que j'ai utilisé ici, en tout cas sur lequel je fais des tests, notamment parce qu'on a acquéri par chance un nouveau terrain sur lequel on va tenter de faire tout un tas de tests mêlant Mhm. différentes sciences, on va dire, alternatives à la permaculture dans les années à venir. Mais par exemple, en Californie, lorsqu'on a observé des productions de plantes pépinières nourricières et médicinales, en effet, les quatre éléments étaient utilisés et mis au centre de la chose, mais parce qu'on a aussi un passif, on va dire, permacole très important dans cette région-là des États-Unis. Et du coup, il y a énormément de personnes déjà formées à la chose, beaucoup de transmission de connaissances, de très, très gros collectifs et une science autour de tout ce qui va être domaine alternatif, bien-être, prise de Mhm. conscience globale et collective absolument incroyable. C'est très vertueux et on se sent Waouh. si on intègre certaines bonnes communautés, on peut se sentir en fait bouillonné parce que tu sais que il y a énormément de possibilités que un certain nombre de personnes que tu vas croiser dans la rue ont testé ça, ont entendu parler de ça, ont essayé ça ou connaissent quelqu'un qui l'ont fait et du coup, bah, tout est plus rapide, etc. Mais ça va se mettre en place ici aussi, c'est juste une question en fait de temps et d'énergie. Ouais, ouais, ouais. Et tu sens que c'est bien reçu ou que c'est de mieux en mieux reçu, la philosophie de la permaculture. On va parler en tout cas en France. Alors, si je te réponds, je pourrais te répondre simplement oui, mais je ne serai pas objectif parce que moi, dans mon milieu, forcément, les stages privés que j'organise sur des week-ends et les formations que je donne pour les lycées publics, les gens choisissent de venir à nous de différents endroits et donc ils sont déjà un petit peu convaincus. Donc, c'est merveilleux. On est face à des individus qui ont énormément à nous apporter. On leur apporte aussi, c'est un échange permanent. Et donc, entre parenthèses, on n'a personne à convaincre en soi. Les personnes arrivent parce qu'elles ont déjà, elles l'ont ressenti. Mais de Hmm. manière plus globale, au niveau de la philosophie de la permaculture, je ne saurais pas te dire si en France, parce que ça fait pas si longtemps que je suis rentré au niveau national, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à cette philosophie-là. Oui, dans les petits écosystèmes, dans les petites communautés, etc., mais de manière plus globale, je ne saurais pas le dire, je ne saurais pas l'affirmer. Par contre, la croyance que la permaculture nous permet déjà, dans un premier temps, d'acquérir un minimum d'autonomie alimentaire sur de petites productions, ça, par contre, oui, c'est vraiment un phénomène que je ressens grandissant et c'est très bien parce que c'est un pied ouvert à tout le reste derrière. Donc, on prend bien volontiers. Wow. Ok. Ça me fait penser, ça me fait penser à un truc, ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu disais que ça permet vraiment de nettoyer aussi, de laver, d'épurer la terre elle-même, de lui permettre en tout cas ça. Il y a dans les 12 signes du zodiaque, on a les 12 signes astrologiques qui correspondent aux 12 travaux d'Hercule. Et si je prends le travail d'Hercule qui correspond au mythe du Verseau, il doit nettoyer ce qu'on appelle les écuries d'Augias. Et donc dans le mythe, il a les écuries d'Augias, c'est des écuries qui sont immenses, tellement immenses que ça ne servirait à rien de se mettre à les nettoyer tout seul parce que ça prendrait des vies et des vies. Et donc Hercule, c'est son avant-dernier travail et il est envoyé là-bas. Et alors lui, je le fais en bref, quoi. Il voit qu'il y a un fleuve en haut de la montagne et carrément il va détourner ce fleuve et ce fleuve va venir inonder toutes les écuries et nettoyer les écuries d'Augias. Et en fait, le monde du Verseau, c'est vraiment le monde de la libération, du grand nettoyage de toutes les mémoires, etc. Et c'est en ça que, comme tout à l'heure, tu disais que ça permettait de dépolluer, de nettoyer, etc. Je trouve ça vraiment super intéressant pour, en termes d'écologie déjà par rapport à notre planète, parce qu'on on a une solution simple et ultra efficace en fait. Ah oui, tout à fait. Enfin, au départ, ça peut sembler compliqué, mais une fois qu'on nous a expliqué la chose et qu'on se l'a approprié, c'est vraiment très très simple d'utiliser les plantes dépolluantes correctement voilà, pour laver en quelque sorte le sol, le sous-sol et éviter du coup ce qu'on appelle en agriculture la rémanence. La rémanence, c'est, si tu veux, toutes les bêtises qui vont se trouver dans le sol qui du coup, par exemple des produits chimiques, des perturbateurs endocriniens et autres, qui vont malheureusement pouvoir, et même du coup des nanoplastiques, qui vont pouvoir être captés par les racines des plantes et se retrouver dans la suite par les fruits qu'on va consommer. Donc Mm. un sol non nettoyé sur lequel tu ferais pousser une tomate ou sur laquelle tu ferais pousser un calendula, donc la tomate pour la manger ou le calendula pour te soigner avec, dans les deux cas de figure, tu retrouvais malheureusement ce qu'on appelle des microtraces dues à cette rémanence de produits qui viennent directement du coup impacter notre santé, nos organes et plus profondément, selon diverses études, notre ADN en fait, notre génétique. Donc c'est fondamental en fait
de pouvoir checker, selon moi, son sol avant d'y planter quoi que ce soit et éventuellement de faire un petit ou un grand nettoyage grâce aux plantes qu'on appelle phytoextractrices ou phytoépuratrices en fait. Ok, Et comme tu l'as souligné, ça coûte pas très cher, c'est vraiment simple à mettre en place en plus. ok. Alors, une des planètes dont on va parler forcément du monde du Verseau, une planète directrice du Verseau, il y en a deux. La première sur laquelle je voulais me pencher, c'était Saturne. Saturne, c'est Chronos dans la mythologie, donc c'est le temps. Alors, est-ce que déjà, d'une part, ça demande beaucoup de temps de mettre en place un écosystème viable, efficace, je veux dire? Alors, pour être tout à fait franc et transparent avec les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, si on part du point le plus critique, c'est-à-dire un sol très malmené, un sol ingrat, j'aime pas dire mauvais sol parce qu'il n'y a aucun mauvais sol, tous les sols sont bons, on les a juste malmenés, et donc un sol le plus malmené possible qu'il faut absolument dépolluer, sur lequel on aurait également des problèmes d'eau, des problèmes de vent et autres, donc vraiment toutes les conditions les plus difficiles, ce qui est le cas du terrain qu'on a récupéré ici à l'origine. En moyenne, pour commencer à recréer un écosystème, ça prend plus ou moins un an. Ça prend plus ou moins 4 saisons pour commencer à recréer un début d'écosystème. Ça met environ 3 ans. Alors c'est vraiment une moyenne très large parce que ça dépend vraiment du contexte, du département, etc. Et du temps à y mettre aussi, mais de beaucoup de facteurs. Mais en moyenne, vraiment, globalement, ça met environ 3 ans à arriver à un point de multiplication, de duplication de vie sous toutes ses formes dans le sol, aérienne, au niveau des végétaux, de la faune, voilà, d'un écosystème qui commence à se rééquilibrer. Ça met environ 3 ans à arriver à un point d'équilibre, sans être complètement équilibré. Et si on reste sur la même cadence, ça met du coup encore 2 ans, donc environ 5 ans, pour arriver vraiment à un écosystème naturel recréé sur un lieu où on peut vivre en harmonie en produisant énormément et en laissant aussi beaucoup à la nature. Waouh, franchement, je trouve ça fascinant, quoi. Parce que, est-ce que du coup, on peut parler d'un. Est-ce que ça existe un sol mort? Est-ce que c'est possible, ça? Ça existe, ça existe. Il existe malheureusement tout un tas d'endroits dans le monde où on a des sols considérés comme morts. Ils le sont pas vraiment parce que même s'ils sont très 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 malmenés, ils pourront redevenir vivants. On n'a pas la preuve, si tu veux, aujourd'hui avérée scientifique qu'un sol qu'on a détruit restera détruit à tout jamais. On suppose, vu qu'on l'a vu sous de multiples facettes, que tout sol considéré comme mort, ça mettra peut-être plus de temps, du coup, si un sol est vraiment extrêmement malmené, c'est-à-dire pas 5 ans, mais peut-être 10, 20, 100 ou 1000 ans, même 10 000 ans, mais qui finira par revenir à la vie et que la vie va se recréer dans ce sol et que les choses se referont petit à petit. D'accord. Donc, à partir du principe que on le place dans un écosystème viable. Ah bah, alors, soit si on le place dans un écosystème viable que l'humain a créé parce qu'il a interagi par rapport à ce sol, ça peut aller assez vite. Soit ben, l'humain cesse ses activités tout court sur ce sol, il le laisse tranquille. Ça mettra beaucoup plus de temps, mais il va y arriver quand même tout seul sans nous. C'est pour ça Wow. qu'on entend souvent aujourd'hui, vu l'air où on est, que de toute façon, l'être humain n'arrivera pas à se soigner au niveau de son esprit, va continuer son consumérisme et ses choix fous à outrance qui font qu'on n'arrivera pas, entre parenthèses, à sauver notre planète Terre-Mère et qu'on finira par être balayé et que la Terre nous survivra. Et il y a une forme de vérité là-dedans, dans le sens où je ne sais pas du tout quel est le destin des êtres humains sur Terre, combien de temps on va rester, si on va rester pour toujours ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a la preuve scientifique qu'il y a eu nombre de cataclysmes sur Terre durant ces milliards d'années qui sont passées. On en a des traces, des preuves. Et à chaque fois, la planète Terre s'en est remis et la vie s'est recréée. Donc, de toute façon, la vie est belle, Yes. forte et toute puissante. Donc, Ouais. C'est fou le nombre de choses qui se recoupent. Il y a dans cette tradition astrologique hermétique, donc hermétique, pas dans le sens fermé, dans le sens Hermès, qui est Mercure, Thoth, qui est le même personnage ou la même entité vibratoire, on va dire, où on nous montre qu'il y a eu des grands cycles dans toute l'histoire de la planète et que l'humanité que nous formons n'est qu'une humanité parmi d'autres qui ont déjà existé bien avant nous. Et donc, ces histoires de cataclysmes, etc., ils ont eu aussi leur réalité. Et à chaque grand changement d'âge ou de grand cycle, on a affaire à cette régénération de toute façon. Mais effectivement, on ne sait pas où est-ce qu'on se situe par rapport à ce grand cycle-là. Et en tout cas, est-ce que tu pourrais, parce que si je repars sur l'analogie avec Saturne, Saturne, c'est la planète qui nous demande de la responsabilité, de la sagesse, de la patience, de la persévérance,
de l'engagement, de la rigueur, de la discipline. Alors j'imagine que toutes ces valeurs-là font partie aussi de la philosophie de la permaculture. Oui et non à la fois, dans le sens où la philosophie globale de la permaculture, si tu veux, ne veut pas à nous dicter quoi que ce soit. C'est intrinsèque, c'est personnel. Ce que je finis ma journée de formation théorique en stage privé par ça. La permaculture, pour moi, c'est un chemin de vie personnel. Il appartient à chacun, en fait, de créer sa propre définition en fonction de ses expériences et de ses ressentis, et surtout pas d'écouter la parole d'une seule personne ou d'une seule église, comme on dit, et de se renseigner, de toujours apprendre, écouter et grandir. Donc oui, tout ça peut en faire partie. Tout ce que tu viens d'évoquer, pour moi, personnellement, ça en fait partie parce que c'est fondamental pour moi pour pouvoir avancer avec la terre, avec mes proches, dans nos communautés. Voilà. Peut-être que ça résonnera pas pour d'autres personnes et c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça, bien au contraire. Mais oui, ça peut en faire partie. Comme certains points, si personne ne veut les laisser de côté, il n'y a pas de problème non plus. C'est vraiment au choix. Yes. Alors, moi, j'ai un gros chemin avant l'astrologie et en parallèle dans les arts martiaux. Je ne sais pas si je t'en avais parlé quand on s'était eu par message, mais en tout cas, les arts martiaux font vraiment partie intégrante de ma vie avec toute la philosophie qu'ils peuvent véhiculer aussi. D'ailleurs, il y a un adage, un vrai principe dans les arts martiaux qui me fait penser à la philosophie de la permaculture. Cet adage, il dit entraide et prospérité mutuelle. Je sais que si j'aide mon prochain à progresser dans son art martial, forcément, il va progresser, donc son niveau augmente. Et si son niveau augmente, il va faire progresser un autre. Et cet autre-là, il va venir à moi, il va me faire progresser moi. Donc en fait, en aidant les autres à arriver à leur quintessence et à leur unicité, en fait, je m'aide moi-même. Et j'ai l'impression que cet adage, déjà là, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi en permaculture, dans l'interespèce qui se connecte et qui s'entraide pour prospérer. Tout à fait, oui. Alors, aussi bien au niveau des plantes que des humains, parce que comme tu le sais bien, du coup, par rapport à ton passif des arts martiaux et tout ce qui va être autour de l'astrologie, c'est on se nourrit mutuellement les uns les autres. Et du coup, moi personnellement, depuis que j'ai découvert vraiment la permaculture, si tu veux, c'était en 2015. Et avant ça, j'avais été initié par un ami à la méditation et je me suis découvert très vite une faculté en fait à partir et à m'oublier dans mes méditations et à partir des heures. Et lors de ma deuxième longue méditation, on va dire au cœur d'un séquoia millénaire dans une forêt perdue du nord des États-Unis, je suis parti pendant des heures et quand du coup je suis revenu moi-même, j'avais une bonne idée de ce que je voulais essayer de faire et où je voulais aller. La vie me l'a donné en quelques jours. Le chemin a commencé comme ça. Et, et à partir de là, j'ai essayé de vraiment donner plus, aider plus, transmettre plus. Et depuis ce moment-là, j'ai l'impression que tous les jours, j'essaie vraiment de donner le maximum que je peux aux êtres qui m'entourent, que je rencontre et à la Terre. Et c'est tellement rien par rapport à tout ce qu'on me rend et tout ce qu'on me donne et tout ce qu'on m'offre. C'est mais incroyable ce que tu peux recevoir des humains, de la nature, de la Terre, de l'univers, quand tu es juste libéré et que tu te dis, OK, on est tous entrés dans nous tous, soyons bienveillants, aimants et donnants. Et aujourd'hui, d'avoir la chance en plus d'avoir des stagiaires, d'avoir des élèves, de rencontrer des professionnels du milieu régulièrement et de rester dans cette philosophie-là, où il y a pour moi une absolue non-concurrence, mais plutôt une entraide globale, et les retours sont juste absolument fabuleux. Et voilà, et en ça, je rejoins complètement ta philosophie. Yes. Wow. Et en reparlant encore de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, même au niveau astrologique, je vois bien à quel point il y a une intelligence universelle, même si on parle de ce qui est en haut, dans l'interaction entre les planètes. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné quand j'observe les rythmes de la Lune. Donc, quand je monte le thème d'une nouvelle Lune ou d'une pleine Lune, c'est de voir à quel point il y a une cohérence, une horloge précise qui dépasse même l'entendement, de se dire mais waouh, il y a forcément une intelligence cosmique derrière tout ça pour arriver à des aspects planétaires, des conjonctions, des configurations aussi tellement précises que ça en devient géométrique, quoi. Donc on voit qu'il y a aussi une intercréativité entre les astres, entre les esprits planétaires, on pourrait dire, qu'on retrouve aussi bien au niveau humain que dans toutes les espèces, quoi. Et moi, je vois que les arts martiaux ou l'astrologie, forcément, a renforcé mon lien à mon corps. Avant, j'avais un rapport à mon corps qui était assez
compétitif parce que j'ai grandi dans la compétition, dans le judo. Et avec le temps, ça s'est transformé de voir à quel point le corps aussi fonctionne comme un tout. Et on pourrait aussi parler carrément d'une sorte de permaculture physiologique quand on fait du tai chi ou du qigong, de voir que quand un bras se lève, c'est pas juste un bras se lève, c'est toute une mécanique intérieure qui entre en corrélation pour pouvoir effectuer ce mouvement-là. Et est-ce que toi, justement, cette philosophie ou ton parcours dans la permaculture, ça a changé ton rapport à ton corps ou ta perception à ton corps? Et il se trouve que j'ai plus ou moins découvert la permaculture juste après avoir découvert dans l'ordre la lecture, le yoga, puis la méditation, et après la Ok. permaculture. Toutes ces choses de manière très très rapprochée, parce que c'est mon chemin de vie qui a voulu ça. Et du Mm. coup, je pense que c'est ces découvertes rapprochées et ces apprentissages rapprochés cumulés qui font que oui, tout à fait, je me retrouve aussi dans ce que tu viens de nous partager. Euh, Au niveau de la permaculture, il y a, si tu veux, le deuxième pilier. Je peux peut-être me permettre de prendre 30 secondes pour en parler. Si tu veux, quand on définit globalement la permaculture, moi j'aime bien commencer par 2 heures de philosophique avant Mm. tout partage lors de cours, etc. Et en fait, ces 2 heures, parmi ces 2 heures, on parle d'abord de tout ce qui va être éthique autour de la permaculture, principe, principe donc différents pères fondateurs. Et donc, si on peut la décrire très très rapidement, l'éthique de la permaculture, elle est décrite sous 3 socles différents. Et en fait, la base de ces 3 socles, de ce trépied, c'est le respect de la vie sous toutes ses formes, en fait. Tu vois. Et le pilier numéro 2 sur les 3 piliers de la permaculture, de son éthique, donc, c'est prendre soin de l'humain. Et donc, dans prendre soin de l'humain, tu as une pétale de la fleur qui est dédiée à ce deuxième Mm. pilier. Et en fait, tu as dedans énormément de choses qui passent par le prendre soin de l'humain global, mais prendre soin de manière plus précise aussi de l'homme, de la femme, de l'enfant, du nouveau-né, par tout un tas de matières alternatives, holistiques, naturelles. Et donc, d'ailleurs, je reprends une petite partie, tu vois, dans mon dernier ouvrage qui est sorti récemment, parce que pour moi, c'est fondamental. Et à l'avenir, j'espère pouvoir beaucoup plus décupler toute cette partie-là, parce qu'en effet, il y a une vraie conjonction entre prendre soin de l'humain, la permaculture, et tout simplement, bah, tu vas produire naturellement quelque chose pour soigner la terre va te rendre quelque chose de sain pour te soigner Mm. toi. En te soignant toi, en mettant les mains dans la terre, tu vas connecter du coup les cellules de ta peau au microbiote du sol qui vont du coup envoyer une information à travers ton sang qui va être captée à la fois par tes neurones et à la fois par le microbiote au niveau intestinal qui vont te rendre plus heureux, qui vont te déstresser. C'est pas pour rien qu'un tas de psychologues conseillent aux personnes de dépression d'aller jardiner, tu vois, Mm. etc., etc. Donc tu peux cumuler tout un tas d'effets bénéfiques en fait au fait de faire de la permaculture qui font que ouais, tu prends vraiment soin de toi, toi, ton bien-être en tant qu'humain et en tant que finalement à la fois mammifère primaire et humain évolué, et aussi de ta famille et des gens qui t'entourent. Yes. Ok. Et alors pour en venir justement à Saturne, qui est vraiment la planète en plus de la réalisation, c'est-à-dire qui va nous demander ou qui va nous parler de l'incarnation. Et cette incarnation, Saturne, il va diriger un cadre qui nous permet la manifestation dans la matière, qui est l'espace-temps en fait. Il faut que ça s'intègre dans l'espace-temps pour qu'il y ait quelque chose de malléable et de modelable dans la matière. Et comme c'est la planète du Verseau, aussi du Capricorne, mais là, ce qui m'intéresse, c'est surtout par rapport au Verseau, c'est aussi une énergie, le Verseau, qui va nous parler de souveraineté et d'autonomie. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'un des buts de la permaculture, ça serait l'autonomie et la souveraineté alimentaire? Oui, complètement, tout à fait. Tout à fait. C'est parmi les 7 fleurs de la pétale, on est en plein dans le mille d'au moins une d'entre elles. Ah ouais, ok. C'est, la- il y a beaucoup de personnes aujourd'hui d'ailleurs qui définissent la permaculture comme étant la méthode pour arriver à l'autonomie alimentaire. C'est vraiment ce que j'entends le plus depuis plus ou moins 2 ans en France. Et c'est vrai, hein, c'est tout à fait juste. Hein. Le faire de la permaculture, tu peux arriver à l'autonomie alimentaire. Je me permets toujours quand même de recadrer un petit peu cette notion devant les groupes parce que il faut bien comprendre que selon comment dire, ton mode de vie alimentaire, ta consommation quotidienne alimentaire, tu ne seras pas autonome grâce à la permaculture au niveau alimentation en ne produisant que des légumes.
parce que souvent c'est ce Mhm. que les gens peuvent s'imaginer. Ça peut être le cas si tu es crudivore, si tu te nourris de jus, etc. Ce genre de mode d'alimentation, et c'est OK, c'est parfait. Mais si par contre tu consommes de la céréale, tu vas avoir besoin de produire des glucides, donc tout ce qui va être tubercules, toutes les pommes de terre, patates douces, tubercules, etc. et éventuellement des céréales ou des plantes qui ne sont pas des céréales mais qui s'en rapprochent. C'est ce qu'on fait aussi ici pour augmenter notre niveau d'alimentation. Si tu consommes des produits animaliers, tu manges du poisson, tu manges de la viande, tu peux élever des poissons, tu peux élever de la viande. Nous, ici sur le lieu, on est sur un lieu partagé, donc sur le terrain d'à côté où on a nos voisins avec qui on interagit sur un projet collectif. Des personnes consomment de la viande, donc il y a aussi des volailles qui sont élevées, selon aussi les préceptes de la permaculture, tu vois. Et donc, tous ces points mis bout à bout font qu'à la fin, oui, tu peux être autonome en alimentation en fonction de ton mode de vie alimentaire. Mais là, pour le coup, si tu consommes à la fois de la protéine animale, de la glucide, et tu veux produire des fruits, des légumes et te soigner toi-même à base de plantes médicinales, ce qui est à peu près le cas d'une partie des membres des personnes qui vivent sur le lieu partagé où on est ici, ça demande un travail supplémentaire. Mais tu peux y arriver en quelques années. Et en effet, on peut arriver à un haut niveau d'autonomie alimentaire. Et pour finir sur ça, nous, on a fait le choix ici. Tu vois, on est à plus ou moins 84-86% d'autonomie alimentaire sur l'année. On arrive à le calculer parce qu'on définit bien nos besoins et on sait comment est-ce qu'on produit. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus haut? Pourquoi on n'a pas cherché à aller plus haut? Simplement parce que c'est ce pourcentage qui nous manque, c'est 15% qui nous manque. En fait, ça nous permet d'aller à la rencontre des Mhm. producteurs locaux de notre département et de faire travailler du coup l'économie circulaire locale, biologique et d'encourager du coup cette économie solidaire et vertueuse. Et également de faire pas mal de troc avec les gens qui nous entourent. Pour donner un exemple qui fait souvent rire, nous, on consomme pas mal de bière dans le collectif ici, tu vois. La bière fait beaucoup partie de la vie des permaculteurs après une bonne journée de labeur au champ, au travail. Et on pourrait le faire. Aujourd'hui, on a la capacité et la compétence de produire du houblon et de brasser. Mais on ne le fait pas parce que ce temps, on préfère le mettre dans autre chose. Et par contre, on a rencontré des personnes qui le font très bien, sûrement bien mieux que nous, on ne le fera jamais. Et du coup, nous, on a une denrée qui est les agrumes, qu'on a quasiment toute l'année ici grâce à des pieds et des plantes sélectionnées, des variétés sélectionnées en région PACA. Et donc, on troque nos agrumes régulièrement contre de la bière, tu vois, par exemple. Ça et d'autres choses. Donc voilà, c'est des pourcentages qui nous mettent. Et nous, pour nous, c'est OK du coup parce qu'on est autonome en alimentation parce qu'on fait travailler tout cet écosystème vivant global. Du coup, ça génère des rencontres, de belles énergies, de nouveaux projets, des moments festifs, de l'échange, du partage. Et ça, c'est merveilleux. Ouais, donc c'est un choix conscient en fait qui continue à nourrir le concept quoi, et la philosophie de la permaculture. Tout à fait, oui, tout à fait. Et du coup, surtout dans une ère maintenant où socialement parlant, on nous impose quand même quelque part culturellement parlant une sorte de globalisation, de mondialisation où on devient un peu tous communs, etc. Ça va un peu j'ai le sentiment que ça ne vient pas résonner sur la même note, la même fréquence que une philosophie de permaculture ou même par rapport à l'astrologie ou les arts martiaux, dans lesquels, de mon mode de perception, j'ai le sentiment que le côté localité, de développer ma couleur là où je suis avec toute ma différence et ma richesse, c'est ça qui enrichit le monde et pas de devenir comme tout le monde et que tout le monde devienne pareil les uns les autres, quoi. C'est clair. C'est sûr, on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, 8 milliards d'êtres uniques qui sont pour la plupart tous très semblables et similaires. Et si on ne nourrit pas cette similitude grâce aux espèces de codes industriels qu'on nous impose aujourd'hui depuis plus ou moins quelques dizaines d'années, et qu'au contraire, on va chercher ce point unique qui nous rend différents des autres 8 milliards d'êtres humains qui sont sur la planète, on va mieux nourrir sûrement l'écosystème global, naturel et les autres êtres qui nous entourent et, euh, et se découvrir soi-même. Et est-ce que du coup, tu y vois aussi dans la permaculture un encouragement à nourrir la localité, là où je suis, de changer le monde en fait, de là où je suis moi, dans ma petite localité, déjà que moi je change les choses là où je suis, quoi. Complètement, c'est tout à fait ça. Comment te dire? Moi, en rentrant de l'étranger, en m'installant en France, c'était un choix très difficile parce que Mhm. notre vie à l'étranger était absolument fantastique et merveilleuse, Donc ça, puisqu'on c'était où, travaillait. Yann? Alors, ça a été pendant un temps au Canada, au Québec. Après, ça a Ok. été très longtemps sur toute la côte ouest nord-américaine, notamment beaucoup en Californie à travers les forêts de séquoia.
pas mal dans l'état du dessus en Oregon, les fameuses grandes forêts qu'on voit dans le film Twilight, Ok. et puis encore un peu au-dessus après à la frontière Canada-Alaska. Ça a été aussi beaucoup en Amérique centrale, entre le Mexique et le Guatemala, et ça a été un petit peu en Asie, dans l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et à chaque fois, ça a été près de communautés ou au sein de collectifs où on croyait tous aux mêmes valeurs, où on avait tous les mêmes projets, les mêmes buts. Et donc, entre parenthèses, c'était facile d'avoir cette énergie commune pour arriver au bout. Rentrer en France pour s'installer ici, dans un département où en plus ce qu'on propose et ce qu'on fait, on n'a pas forcément été très bien accueillis. Moi, j'ai ressenti beaucoup de freins, beaucoup de portes fermées, assez de négativité au départ. Il a fallu aller un peu casser briser les chaînes et casser les portes au départ pour se faire un peu entendre et montrer ce qu'on faisait de manière pacifique et naturelle. Et donc, ça a été compliqué d'instaurer ça un peu ici. Et moi, j'étais arrivé avec de très grandes ambitions parce que l'humain est malgré tout, malgré toute la modestie qu'on peut essayer d'avoir, a de l'ego. Et donc, cet ego se veut être un peu prétentieux. Et dans ma tête, je me suis dit, waouh, on va pouvoir montrer ce qu'on a fait ailleurs ici, en France, chez nous, et on va pouvoir améliorer le monde et changer le monde. Et en fait, changer le monde, ça veut tout et rien dire. Et je me suis rendu compte que changer le monde, ça voulait dire déjà me changer moi, changer ma vision du monde. Et peut-être que certaines personnes pourront du coup potentiellement s'en inspirer si elles le souhaitent et qu'on évolue ensemble physiquement ou à distance, comme on le fait ici avec des membres du collectif, comme on le fait avec des amis, de nouvelles rencontres, ou comme on le fait en ce moment toi et moi à travers ce live. Et c'est déjà ça en fait pour moi, changer le monde, ça passe au niveau très très local. Et je t'avoue qu'en rentrant, j'étais pas loin de la petite dépression. Ça a été très dur, hein. L'énergie globale de la région PACA et des personnes du lieu. Et j'ai mis plus ou moins 2 ans à vraiment commencer à me sentir à l'aise, à construire un vrai réseau, aller à la rencontre des gens plutôt que de me refermer sur moi-même comme un ermite au milieu de mes champs. Ça a été difficile. Et donc ça y est, ce point est passé. Et depuis, tout est vertueux, tout ne fait que s'enchaîner, tout ne fait que se multiplier. Et je remercie toutes les personnes que je rencontre. Peut-être que certaines sont devant ce live aujourd'hui de ma localité, des villages autour de moi, qui sont venus à nous ou que je suis allé rencontrer, qui m'ont ouvert leur cœur, leur esprit, leur ferme, leur maison, et avec qui on partage et qui me nourrissent et qui font que grâce à elles, je crois que c'est possible. Et on a aidé déjà des milliers de personnes en quelques années. Et je pense que ça pourrait être que vertueux et déplicable et que du coup, toutes ces personnes pourront en aider d'autres. Et voilà, à ce niveau-là, oui, on pourra s'entraider mutuellement les uns les autres et devenir plus vertueux. Voilà. Mais c'est que mon chemin de vie et ma pensée personnelle. Ouais. C'est fou, ça me fait halluciner parce que plus je t'écoute parler et nous expliquer un peu plus en détail la philosophie de la permaculture, plus j'ai le sentiment que l'astrologie, c'est vraiment un système de permaculture parce que l'astrologie, en tout cas dans son mode d'application qu'on appelle génétliaque, donc génétliaque, c'est l'application sur un individu, sur son thème astral de naissance. En fait, ça nous montre que le thème astral d'une personne, c'est une photographie en 2 dimensions du ciel tel qu'il était au moment de la naissance de cette personne-là. Et cette configuration du ciel, jamais dans toute l'histoire de l'univers, on a eu le ciel configuré exactement de cette façon-là. Et jamais plus, dans toute l'histoire de l'univers, on aura le ciel configuré exactement de cette façon-là. Ça veut dire que cette photographie en 2 dimensions qui représente par l'analogie la personne qui est née à ce moment-là, nous donne une version unique de la vie. Ce qui veut dire que chacun et chacune d'entre nous, on est une version unique de l'univers, venu déverser ses dons et ses talents d'une façon unique, et que si on le fait, au plus on est nous-mêmes, au plus on enrichit l'univers, et que ça devient un système de permaculture en fait. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça. C'est magnifique. Donc tu confirmes. Là, je confirme. En tout cas, moi, j'y crois très fort. Yes, c'est cool. Et franchement, c'est vraiment fascinant, quoi. Alors, du coup, euh, est-ce que dans la permaculture, on s'intéresse aussi à l'aspect vibratoire du vivant, comme on a pu voir avec les travaux de Masaru Emoto, la vibration de l'eau, comment on informe l'eau, etc. Est-ce que c'est des concepts que toi, par exemple, tu vas prendre en considération pour prendre soin du vivant? Alors, oui, complètement. Ça peut faire partie des méthodes alliées à la permaculture. Ça n'en est pas en soi, si tu veux. C'est pas proposé dans les méthodes de production originelles de la permaculture, mais tout peut faire partie d'un tout commun et donc ça peut être intégré à la permaculture. Et tu vois, à l'étranger, j'ai eu la chance et l'honneur et la joie de pouvoir découvrir ce qui est la musicothérapie des plantes.
Donc le fait d'utiliser en fait non pas de la musique en soi, bien qu'on puisse en utiliser, mais des fréquences hertziennes ou autres, ou même quantiques, qui nous permettent en fait d'aider les plantes à se guérir, à se renforcer et parfois à démultiplier plus rapidement leurs cellules pour une production plus abondante. Également l'utilisation de différents métaux, alors des métaux pas polluants, je pense, enfin utilisés de manière non polluante, je pense au cuivre, je pense au fer, je pense au zinc, qui nous permettent également, selon la manière dont on les utilise, de capter les énergies magnétiques terrestres et du coup de les redistribuer à une zone de production pareil pour soigner les plantes, augmenter leur taux d'immunité ou produire un peu plus. Voilà, énergiser également les graines avec des systèmes pyramidaux qui nous permettent de capter certaines énergies vibratoires venant de certaines constellations et planètes et les redistribuer à travers ces semences pour augmenter leur taux de germination, pour que le tégument, l'enveloppe de la graine se brise plus facilement afin que du coup la plante puisse se développer. Voilà, des minéraux, il y a tout un tas de minéraux aussi qu'on peut utiliser, qu'on peut positionner sur un terrain ou dans le sol directement, qui vont aussi permettre d'utiliser tout un tas de connexions, on va dire, énergétiques. Et donc tout ça, c'est des méthodes différentes qui sont mises en avant par différents professeurs. Il y a le professeur Sternheimer, qui est sûrement la personne en Europe qui a le plus mis en avant toutes ces techniques, qui nous a montré pas mal de preuves de ces méthodes-là. Il y a énormément d'études qui ont été faites autour des années 60 au Mexique et en Russie, qui ont été étouffés par la suite par certains grands groupes mondiaux lobbyistes, parce que ça marchait très bien, et du coup, c'est un peu tombé aux oubliettes. Mais nous, en tout cas, ici, on l'utilise sur des petits tests au quotidien. Les résultats sont tout à fait satisfaisants, voire plus que concluants sur diverses productions, comme pour les humains, parce que la même chose fonctionne aussi avec les humains de toute façon, tout ce qui va être musicothérapie, musique et soins pour les humains au niveau des vibrations. Et donc, de la même façon, ici, on l'a essayé. Donc, ça fera partie d'une zone de test de plusieurs centaines de mètres carrés sur notre futur bureau d'études ici, qu'on va construire dans les années à venir. Voilà. Donc, c'est tout un tas de choses. À savoir également que l'Institut de recherche autour de ces sciences en France se trouve à Beauvais, et que depuis environ 1700 et quelques, alors j'ai plus la date exacte, c'est 1713 ou 1723, on a réussi à prouver à l'Institut donc de recherche de Beauvais que tout ce qui était fréquence et magnétisme avait un impact direct sur les plantes et sur les êtres humains, et donc on pouvait s'en servir pour les productions, pour soigner les productions et les humains, voilà. Mais on n'en a pas fait grand-chose malheureusement, et voilà. Mais ça a été reçu scientifiquement, enfin je veux dire, par la science officielle, quoi. Ça a été reçu à un moment donné de notre histoire par la science officielle, puis ça a été mis entre parenthèses suite à des pressions, diverses pressions, notamment des pressions lobbyistes, qui font qu'aujourd'hui, on a très très peu de livres, très très peu d'études, quelle que soit la langue, de disponibles, que ce soit gratuitement sur Internet, que ce soit à travers dans des bibliothèques, dans des médiathèques, dans des centres d'information et de ressources, malheureusement. Et donc, c'est très compliqué de trouver des données sur ça. Tu peux en trouver quand même en recherchant un petit peu, des données assez épurées. Mais là où on en trouvera le plus, c'est en allant directement au contact des agriculteurs naturalistes qui les utilisent. Et c'est cette chance-là que j'ai eue aussi, puisque ce que j'ai pu apprendre et voir de mes propres yeux sur le terrain à l'étranger, je l'ai plus jamais retrouvé malheureusement à travers mes recherches qui ont été longues. On parle de dizaines d'heures de recherche qui n'ont pas abouti à grand-chose pour retrouver voilà, des preuves en fait autour de tout ça. Donc moi j'y crois parce que j'ai eu la chance de le voir, mais je ne saurais pas convaincre malheureusement beaucoup de personnes, dans le sens où tant qu'on n'aura pas fini ce bureau d'études ici, qu'on n'aura pas nous aussi également prouvé ça grâce à des tests, grâce à de la statistique, etc. Voilà, donc toi peut-être que tu pourras me croire parce que intrinsèquement tu souhaites me croire, mais au-delà de ça je ne peux pas t'en apporter la preuve véridique aujourd'hui. Il y a aussi autre chose qui est que, alors je ne sais pas comment tu vas te positionner par rapport à ça. Moi, il y a mon enseignant d'astrologie qui lui me disait toujours l'astrologie, comme les arts martiaux d'ailleurs, hein, comme beaucoup d'arts ou de sciences ancestrales, ne peut pas être transmise par les livres. On ne peut pas apprendre ça par les livres parce que c'est une transmission orale. Et que les anciens ne transmettaient que oralement, pas parce qu'ils voulaient faire du zèle et qu'ils ne voulaient pas transmettre la connaissance au plus grand nombre. C'est juste que c'est impossible de transmettre une connaissance à caractère symbolique ou voire même spirituel juste par les livres. Il faut l'éprouver dans l'expérience et c'est une transmission qui se fait oralement. Alors, est-ce que toi, les plus grands apprentissages que tu as eus
ont été faits du coup dans les formations qu'on a pu faire ou dans les rencontres que tu as pu faire avec des anciens, etc. Quoi. Ah, mais complètement, je pense que de toute façon, la majeure partie de mes plus grandes acquisitions personnelles de connaissances et de compétences, ça venait de la transmission des anciens, comme tu me dis. Mm. Et encore aujourd'hui, hein, aujourd'hui, j'apprends encore tous les jours grâce aux personnes que je rencontre, grâce aux personnes qui m'entourent. Et c'est de l'oral. Alors, j'adore lire, j'adore les livres. Euh, J'y apprends beaucoup de choses, mais on remplacera jamais, comme tu l'as si bien évoqué, le contact du humain directement. Et en tant que petit enfant, en tant qu'élève, en tant que fils, que petit-fils, que cousin, que compagnon de vie, qu'ami, voilà, j'ai appris énormément de choses auprès d'un tas de personnes qui m'ont partagé beaucoup de choses. Et la permaculture, tout ce que je sais aujourd'hui autour de la permaculture, j'en ai appris, je ne saurais pas te le quantifier, mais je pense la plupart de tout ce que j'ai appris, je l'ai appris d'une personne qui m'a offert en fait son savoir. Et tout ça, ça a été validé, peaufiné grâce aux ouvrages et Mm. grâce bien entendu à l'expérimentation directement Ouais. les mains dans la terre. Donc là, par exemple, tu vois, on peut voir aussi comment l'astrologie, elle est appelée à évoluer puisque la conscience humaine change et l'accès qu'on a à ce qu'on peut appeler la réalité, ou en tout cas la perception que nous, humains limités, avons de la réalité, change aussi. Forcément, la façon ou le mode d'application qu'on va avoir de l'astrologie va évoluer avec la nouvelle conscience. Donc j'imagine que la permaculture aussi, elle est appelée à évoluer au rythme de notre conscience. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une alliance qui pourrait se faire entre vraiment l'astrologie pratique mise en corrélation avec la permaculture? Parce que tout à l'heure, tu évoquais les métaux et les 7 premières planètes visibles à l'œil nu, qui vont de la Lune jusqu'à Saturne. euh, Chacune de ces planètes a une correspondance, donc une analogie, une correspondance énergétique et vibratoire avec un métal. Donc la Lune, c'est Mercure, Mars, c'est le fer, Saturne, c'est le plomb, Jupiter, c'est l'étain, etc. Donc si, par exemple, il y a une problématique à gérer sur ton sol ou parmi une espèce, et que cette problématique, elle a sa réponse avec la symbolique de Jupiter ou de Saturne, est-ce que je pourrais utiliser ce métal qui correspond à cette planète pour soigner la plante, par exemple? Je ne sais pas si ma question elle est claire. Si je comprends où tu veux en venir, alors je peux que le supposer parce que je l'ai que trop peu expérimenté. Il y a un monsieur qui s'appelle, je crois, Juan Miguel Ruiz au Mexique qui l'a fait, qui a fait exactement ce que tu décris autour des années 55-60, entre 55 et 63, si je dis pas de bêtises, qui a Ok. écrit un livre aussi qu'on peut retrouver sur Internet en PDF gratuit en noir et blanc, et en fait où il explique en 80 pages comment en effet, par rapport aux différents astres, par rapport aux différentes planètes, quel minéral ou quel métaux il va utiliser pour essayer de réorienter un petit peu les carences, les blocages qu'il y a dans son sol, ou pour essayer de soigner ou de renforcer une plante. Donc, Waouh. moi, je suis Ok. convaincu que c'est possible. Alors, encore une fois, on manque d'expérience sur ça, mais Ouais, bien sûr. j'y crois. Ok. Et donc là, bon, ça pourrait durer des heures, donc je vais clôturer avec une ou deux dernières questions, si tu veux bien. C'est l'application, on la connaît par rapport à la Lune. Donc par rapport au rythme de lune, comment on va utiliser les cycles de la lune pour planter, faire pousser, etc. Donc ça, toi, c'est quelque chose que tu utilises, mais est-ce que de toute façon, en permaculture, on s'intéresse à la lune ou pas? C'est pas obligatoire. D'accord. Enfin, c'est pas obligatoire. On, c'est toujours, en fait, la réponse est toujours la même. On peut comme on ne peut pas. Ça dépend vraiment de l'humain. Il y a des milliers d'applications propres à la permaculture et tu peux choisir d'en utiliser certaines et pas d'autres. L'utilisation de la lune peut en être une. Elle est assez peu mise en avant. Je t'avoue que dans les techniques de permaculture, au niveau de la production, elle est assez peu mise en avant, l'utilisation de la lune. Euh, mais elle peut très bien s'engager et faire partie d'un système de production permacole. Mhm. Euh, Tu vois, à moins de 5 minutes de chez moi, j'ai découvert avec une joie immense, donc quand je suis rentré en France, qu'il y a le seul producteur de plants maraîchers en permaculture et en biodynamie du Var, donc de mon département le 83, qui en plus est le seul à faire du houblon bio pour fournir une microbrasserie. Et donc lui, il utilise vraiment
que quelques préceptes de la permaculture, vraiment que quelques-uns, que quelques préceptes de la biodynamie. Et avec ça, il a réussi à créer un lieu absolument démentiel. C'est incroyable ce qui s'y passe en termes d'énergie, d'écosystème revenu à la naturalité, de rendement, de bien-être, etc. Et moi ici, je fais à contrario, beaucoup de méthodes de permaculture avec un petit peu de biodynamie intégrée à l'intérieur, parce qu'il y a des choses auxquelles je crois, que j'ai pu expérimenter, d'autres avec lesquelles je suis un peu moins à l'aise et que j'ai pas trop expérimenté. Et donc voilà, en fonction de ça, tu jongles et tu peux prendre un peu, Mm. prendre beaucoup, ne pas prendre du tout. C'est vraiment à la guise de Yes. chacun. Et du moment que ça peut t'aider, Ouais. du moment que tu penses que ça peut t'aider ou du moment que tu vois les effets, moi je suis quelqu'un qui est à la fois très connecté au niveau ésotérique et alternatif, mais aussi qui a un point de vue très scientifique parce que j'ai fait de très nombreuses années d'études après le bac. Et donc j'aime allier ces deux mondes en fait pour trouver vraiment du sens aux choses, même si des fois je cherche aussi à ne pas forcément comprendre parce que c'est beau de rester Mhm. dans l'inconnu et de découvrir de manière spontanée. Mais oui, Yes. tout à fait, ça peut s'inclure. Ok. Alors, pour aller dans l'aspect vibratoire des choses aussi, parce que j'ai vraiment parce que l'énergie verso, c'est aussi l'énergie, on voit dans le signe du verso, on voit comme deux petites vagues, mais ça peut aussi représenter deux ondes. Donc, c'est l'onde, c'est vraiment l'onde de forme, la théorie des cordes, etc. Donc, on rentre dans l'infiniment petit et dans le multivers, quoi. Donc, c'est l'aspect vibratoire qui est Super. hyper intéressant. Dans les arts martiaux, le mode d'application thérapeutique est connu comme étant le Qigong. Donc le Qigong, c'est vraiment la branche des arts martiaux qui va s'intéresser à l'aspect thérapeutique du corps et de comment je vais utiliser les mouvements des arts martiaux pour faire du bien à mon corps, dit de façon très basique, quoi. Et dans le Qigong, on nous dit qu'il y a trois Qi à prendre en considération. Donc le Qi, c'est l'énergie. Il y a le Qi du ciel, donc c'est-à-dire de pratiquer à des moments propices, énergétiques et vibratoires du ciel. Donc ça, c'est l'astrologie. On nous dit que il y a le chi de la terre pour être en bonne santé, l'endroit dans lequel je vis. Donc là, j'ai l'impression que la permaculture s'intègre vraiment bien là-dedans. Et il y a le chi du corps. Donc ça veut dire comment je prends soin de mon corps. Si ces trois pôles-là, j'en prends soin, de comment je pratique avec mon corps, la localité sur laquelle je le fais et à quel moment du cycle zodiacal je le fais, là, je peux prendre vraiment soin de ma santé. Alors, on a parlé du ciel avec l'astrologie, on a parlé de la terre, mais est-ce que toi, tu as pu remarquer que la vibration d'un humain pouvait avoir une influence, c'est-à-dire que toi, tu vas aller cultiver ta terre et tes espèces, et quelqu'un d'autre va appliquer exactement les mêmes techniques, et ça va pas prendre, ou alors ça va prendre différemment, ce qui voudrait dire que la vibration que tu émanes a aussi une influence sur la permaculture, quoi. Je le suppose, puisqu'on a déjà eu des retours de personnes, en toute transparence encore une fois, qui nous ont dit, ben, j'ai suivi telle méthode, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et en effet, quand elles te décrivent tout ce qu'elles ont fait, c'est super cohérent, c'est super fluide et logique pour ramener de la vie dans leur écosystème, pour produire une plante. Et en fait, leurs résultats sont pas au rendez-vous, malheureusement. Ça D'accord. peut s'interpréter par beaucoup de facteurs, mais si il n'y a eu aucun stress au niveau de la plante, s'il n'y a pas eu d'attaque d'insectes considérés comme ravageurs, s'il n'y a pas eu de maladies, euh, de problèmes climatiques et autres, vu que tous les contextes, donc les contextes globaux, physiques et terriens sont différents de mon potager au potager de mon voisin, à toi, à l'autre bout de la France, etc., et du coup qui fait qu'on peut pas vraiment les comparer. Si on voulait quand même essayer d'avoir un point de comparaison, on peut imaginer que oui. En tout cas, c'est une réflexion sur laquelle on s'est déjà penché plusieurs fois avec des groupes de discussion d'élèves au lycée. Hmm. Sur 10 personnes vont faire le même travail avec la même intention positive autour d'une plante sur la Terre, quasiment au même endroit, à 1 mètre d'écart. Et tu vas en avoir certains avec exactement les mêmes conditions qui vont avoir des résultats 2 fois plus satisfaisants que d'autres. Hmm. Pourquoi? Ouais, ok. Et, en Ok. effet, et la question de l'énergie de chacun, voilà, s'est posée et on a pas mal Yes. débattu sur ça. Ok, ça c'est passionnant. Et alors juste pour terminer là-dessus, tout à l'heure tu évoquais justement, donc on a parlé des cycles de la Lune, mais tu parlais aussi des cycles de Mars, si je me souviens bien. Alors juste pour terminer, est-ce que tu pourrais évoquer tout ce que tu as pu toi prendre en considération par rapport au rythme astrologique? Parce que j'entends beaucoup parler par exemple des rythmes de la Lune, mais j'ai rarement, voire pas entendu parler, que
que ce soit dans la biodynamie. Alors moi, la biodynamie, j'y ai eu accès par rapport au vin, parce que c'est par le vin que j'ai connu la biodynamie, le vin biodynamique. Mais Super. en revanche, j'ai jamais entendu des méthodes de culture qui prenaient en considération le signe, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle se situe la Lune au moment où on cultive. C'est-à-dire que les cycles de la Lune, ils sont récurrents. En revanche, la Lune qui est en balance ou en bélier ou en gémeaux, etc., ça dure 2 jours. Donc, est-ce que toi, tu as pu prendre en considération l'énergie, c'est-à-dire le signe du zodiaque dans lequel est la Lune au moment où tu cultives ou pas? C'est quelque chose que je fais. Enfin, c'est quelque chose que j'observe plutôt. C'est quelque chose Ok. que j'observe parce que aujourd'hui, on a la chance d'avoir différents travaux où on nous propose justement tout ce détail-là autour des sites de cycle lunaire. Et donc, c'est quelque chose que j'observe depuis assez peu, en fait, hein, depuis que je suis rentré en France et que j'essaie de comprendre. Et c'est vrai que j'avais ressenti qu'il y avait sûrement d'autres facteurs à prendre en compte autres que la Lune, parce que j'imaginais qu'il n'y avait pas que la Lune qui avait un impact sur l'écosystème terrestre, aussi bien du point de vue vibratoire qu'énergétique que quantique. Et quand j'ai été à l'étranger, ça s'est confirmé, puisque Mars, par exemple, Vénus, peuvent avoir des impacts aussi très intéressants sur le globe terrestre et sur les êtres qui s'y trouvent, notamment les plantes. Et donc, selon quand tu sèmes, selon quand tu plantes, selon ce que tu plantes, selon l'énergie à l'énergie que tu vas mettre dans ta plantation, dans ton semis, si ça va être un homme, une femme qui vont le faire, on suppose qu'en fait la croissance, le développement de la plante sera différent et influencé positivement. Et du coup, c'est ce que nous suggèrent en fait certains calendriers lunaires qui vont dans ce sens que Ok. tu évoquais. Et, euh, et donc moi-même, je suis encore Si, dans la découverte et l'expérimentation à ce niveau-là. moi, si je prends par exemple un outil d'astrologue qui est indispensable, qui est les éphémérides. Donc, dans les éphémérides, on a la position de toutes les planètes, signe par signe, degré par degré, toute l'année pendant des siècles et des siècles, quoi. Et par exemple, le fait de savoir que après-demain, moi, si je te donne cette information-là, là, que après-demain, on a Jupiter, qui est la planète de l'expansion, c'est la planète de vraiment celle qui fait grandir les choses. Après-demain, elle rentre dans le signe du bélier pour la première fois depuis 12 ans. Ce qui veut dire que pour la première fois depuis 12 ans, Jupiter entame un nouveau cycle du zodiaque, donc une nouvelle croissance quelque part. Est-ce que toi, ça, c'est une information que tu peux intégrer à ta pratique de permaculture avec la symbolique de Jupiter qui entame un nouveau cycle mercredi, par exemple? C'est une info qui peut être intéressante pour toi, ça, ou pas? Oui, ça peut l'être. C'est une info qui peut être intéressante parce que si on a commencé à intégrer des principes, on va dire, classiques de biodynamie et de cycle lunaire dans ces méthodes de production en perma, on peut commencer à aller plus loin et intégrer tout à fait ce genre de phénomène, ce genre d'information. C'est très cohérent. Ouais, donc il y a vraiment une belle exploration à faire là entre astrologie et permaculture pour vraiment pousser le truc loin, quoi. Complètement. Si on va pas s'étendre sur ce sujet-là, mais moi je suis assez passionné par ça et trop peu connaisseur. J'espère que j'apprendrai avec le temps, mais il y a des ethnologues et des anthropologues à travers le monde qui ont étudié des civilisations millénaires, des peuples racines, où du coup on aurait retrouvé du coup des traces et des connaissances qui font que une graine n'était pas semée, une plante n'était pas plantée, une plante n'était pas bouturée, Mhm. euh, sauf si il y avait une influence comprise directe par rapport à ce qu'on observait au niveau du ciel, au niveau de l'univers, pour des peuples qui n'avaient pas les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, mais qui utilisaient quand même ces méthodes-là. Ça va bien au-delà des cycles de la Lune, en fait. Ouais, Et ça, ouais. on est très très loin de le comprendre parce qu'on a malheureusement perdu ce savoir égaré et on commence à se l'approprier progressivement petit à petit aujourd'hui grâce à des outils technologiques alors qu'on pourrait peut-être le faire différemment. Mais en tout cas, on est sur le chemin. Et oui, c'est tout à fait cohérent de lier tout ce qui est astrologie et univers et permaculture et terre, en fait, puisque le tout n'est qu'un et lié, selon moi. Merci, Johan. Bah, écoute, ça, tu sais à quoi ça me fait penser? À une citation d'un poète anglais, j'arrive plus à me souvenir de son nom, mais qui disait, et je trouve que ça rejoint vraiment nos deux pratiques, il dit, vous ne pouvez cueillir une fleur sans déranger une étoile. Et je trouve que c'est vraiment la corrélation permaculture-astrologie, quoi. Ouais, pas mal. Elle est superbe, celle-là. Ouais, Je vais la garder, tiens. yes, j'aime Elle est bien, très ouais, très belle. carrément.
Bah, en tout merveilleux. cas, merci beaucoup, Yo. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou avant qu'on clôt le live. Je voudrais te remercier déjà, c'était super comme échange autour de Bah, avec l'astrologie et de plaisir, la franchement. permaculture. Ça m'a vraiment nourri, tu m'as appris plein de choses. Ça fait bien longtemps que j'avais pas eu un échange aussi puissant depuis que j'ai quitté les terres, les forêts guatémaltèques et puis les terres mexicaines, où on était avec des communautés très engagées dans tout ça avant de rentrer en France. Et du coup, c'était super. Et également pour les personnes que ça peut intéresser. Dans les temps à venir, j'essaierai de partager sur le compte plus d'infos, puisque j'ai un ami très proche que j'aime très fort qui fait un petit peu ce que tu proposes toi aujourd'hui. Je t'en avais un petit peu parlé, sauf que lui, il est perdu en Amérique centrale au bord d'une lagune Hmm. préservée encore aujourd'hui, et donc il mêle permaculture et astrologie. Et à la base, lui, il est scientifique au départ. Aujourd'hui, il vit sur la plage. Il le vit très bien. Et donc, on travaille aussi ensemble à distance. Donc, j'essaierai de partager des choses à ce niveau-là. Et donc, peut-être que par la suite, on pourra se refaire éventuellement un live où je pourrais t'inviter pour te rendre à Ah ouais, l'appareil ouais, et du coup continuer carrément. ce bel échange. Ouais, mais en tout cas, Et ça a au-delà de vraiment ça, réveillé quelque chose de très puissant là, de m'y intéresser encore plus. Et, euh, et donc là, bah, tous ceux qui nous ont suivis ce soir, en tout cas, si vous connaissez pas Johan, hein, allez le rejoindre sur son compte Permaculture au Jardin, hein, si je me trompe pas. Et si on veut te trouver, Johan, donc j'ai bien compris qu'il y a un livre. Tu peux rappeler le titre du livre qui vient de sortir? alors oui, le dernier livre alors mon deuxième ouvrage s'appelle Permaculture, la Bible pour débuter. Il est sorti il y a environ une semaine aux éditions Rustica. Et il est disponible apparemment dans toute la France, dans toutes les librairies, grandes, petites et sur des sites web marchands Internet. Voilà. Et pour... Ouais, vas-y, vas-y. C'est un ouvrage, si tu veux, où je rassemble plus ou moins mes 15 dernières années d'expérience de vie, aussi bien au niveau de la France que de l'étranger, autour de la permaculture. À la base, j'avais écrit beaucoup plus de pages, mais on a pu en retenir que 370. C'est déjà pas mal. Parce que sinon, j'évoquais aussi justement tout ce qui était énergétique, hertzien, la musicothérapie des plantes, le soin par les fréquences, les énergies lunaires et autres, mais ce sera sûrement pour un prochain ouvrage. Ah, c'est trop bien. Franchement, c'est passionnant, quoi. Et bon, bah, pour clôturer, voilà, s'il y en a qui veulent aller plus loin dans la permaculture avec toi, si j'ai bien compris, tu proposes des formations, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'échange physique, l'échange humain, malheureusement, malheureusement ou heureusement, ne peut être remplacé par une autre source de connaissances selon nous. Donc, même si le livre, c'est absolument merveilleux et génial. Et c'est pour ça que du coup, on a ouvert des stages. Moi, je t'avoue que je mets tout en pause parce que j'attends mon premier enfant. C'est une vraie prise de conscience et une vraie décision aussi qui a mis du temps à être mûrie du point de vue Hmm. écologique avec ma compagne. Donc, notre petite fille peut arriver d'un jour à l'autre maintenant. Et du coup, j'arrête toute activité professionnelle pendant au moins 5 à 6 mois de formation, après avoir formé pas mal de monde ces derniers temps, pour me consacrer uniquement à ma compagne, à ma petite fille, à notre lieu. Et donc, je reprendrai sûrement fin septembre ou en octobre. Et donc, une fois tous les 2 mois, j'ouvre un stage d'un week-end pour une quinzaine de personnes, plus ou moins, maximum, où du coup, les gens peuvent venir. On a des dortoirs, on a une grande cuisine partagée. On est sur 2 lieux en permaculture sur 2 jours, avec la première journée en formation, conférence où on échange sur les projets de chacun, et où je décris en fait toute la permaculture en 6 modules, on va dire un peu accélérés, voilà, pour au niveau de la philosophie, des techniques de production, etc. Et le deuxième jour, on va sur terrain, on met tout ça en pratique pour aider une micro-ferme qui se monte l'une ou l'autre dans le coin, où on en partage avec les personnes sur le lieu. Et on répond encore une fois aux problématiques de chacun, on échange tous ensemble autour de repas partagés. Et puis voilà, le samedi soir, les gens qui restent au dortoir ou dans les gîtes autour de lieux de location peuvent venir participer à soirée musique, guitare ou film engagé sur rétroprojecteur ou groupe de parole ou simplement bon repas partagé. Voilà. Ça, c'est une fois tous les 2 mois, plus ou moins. Ok. Et, euh, et sinon, maintenant, j'ai la chance d'être bien intégré au lycée agricole de Hyères, qui est un assez grand lycée agricole en France, on va dire, et qui me met carte blanche aujourd'hui pour la création de pas mal de modules dans plein de formations. Du coup, on fait de l'agroécologie, de l'agroforesterie, de la biodynamie, de la permaculture. On a ouvert la première formation de France certifiante en plantes médicinales, donc du métier paysan arboriste qui était mis sous barreau depuis 80 ans en France, qui est réouvert depuis 8 mois. Donc on peut reformer aujourd'hui des paysans arboristes légalement en France au lycée agricole de Hyères. Donc on a comme tu peux l'imaginer, des gens formidables en formation, c'est super gratifiant. Voilà, donc on propose un petit peu tout ça aujourd'hui, mais tout ça, ça sera réactivé qu'à partir de fin septembre et le mois d'octobre. Voilà. Magnifique.
Bah écoute, merci Johan pour déjà toutes tes co-créations. Merci pour cet échange super riche. Franchement, j'ai kiffé quoi. Ça m'a ouvert des perceptions qui me donnent même envie d'aller encore plus loin là-dedans dans cet échange quoi. Donc avec grand plaisir et joie s'il y a des co-créations futures quoi. Et je te souhaite une bonne réception de la nouvelle âme qui arrive, que tu vas accueillir. Et puis on reste en contact avec joie quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce live. C'était vraiment super comme échange. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et merci pour tes mots, ta bienveillance et tes belles énergies. Je les prends avec grand bonheur et joie à cœur ouvert. Voilà. Et au plaisir du coup de se faire dans quelques temps un futur échange en live où je t'inviterai cette fois sur le compte et on pourra continuer cette belle discussion. Et Avec avec les gens qui plaisir. voudront nous suivre. Voilà. Avec Prends plaisir. soin C'est de toi réciproque. et belle soirée. Du coup, on se dit à très bientôt. Yes. Prends soin de toi. À bientôt. Ouais. Ciao, À ciao. bientôt. Salut. Merci.